L'univers était gris dans ce triste lieu, et la boue jusqu'aux cieux. Dans ses yeux on voyait les mitrailleuses dans ce jeu, sans réfléchir, sans frémir, juste un peu sales. Ils vivaient tous dans des taupières et rampaient et mouraient sur un noir de guerre. Il attendait sa belle, il attendait sa belle, dans leur parure qu'ils avaient fière allure. Ils attendaient sa belle. Ah oui, tu t'as bien eu celui-là, hein. Salut. Salut Sarah. J'ai une super nouvelle. Ah c'est oui, quoi, quoi? c'est quoi? En fait, j'ai été jouer dans le grenier de ma grand-mère. Dans son grenier? Tu n'as pas peur? C'est super bien rangé et j'adore aller fouiller dans les caisses. Et les araignées, ça ne te dérange pas? C'est tout propre dans le grenier. Et il n'y a pas de toile? Non. Ni de poussière? Un petit peu, mais ça va. Et le noir, tu n'as pas peur? Bah, il y a des grandes Velux, donc il y a plein de lumière. Chez moi, c'est pas comme ça, hein. Moi, ça me fout les boules. Je cours tous les matins parce que j'ai peur. Pourquoi t'as peur qu'un monstre sorte de là et te saute dessus? Très drôle, arrête. Et j'ai trouvé ça. C'est quoi? C'est des BD? Très drôle. C'est vieux ce truc. Ça date de la guerre 14-18. C'est l'Antiquité. Attends, tu le vois pas. Ben, en fait, c'est à la grand-mère de ma grand-mère. En fait, son futur mari lui a fait quand il était prisonnier en Allemagne. Et c'est fait avec quoi? Et comment? Comment il lui a donné? Bah, en fait, ma grand-mère, elle n'a pas réussi à répondre à mes questions parce que je devais aller à mon cours de danse. Oh, dommage, j'aurais bien voulu connaître l'histoire. J'ai une idée. Dis-nous. On va bientôt parler de la Première Guerre mondiale en classe. Oui, c'est les 100 ans. Eh bien, je me disais qu'on pourrait peut-être demander à madame pour que ta grand-mère puisse venir en classe expliquer l'histoire. Bonne idée. Oui, super idée, venez, on va le dire à madame. D'accord. Alors bonjour tout le monde. Bonjour madame Valérie. Bon, que se passe-t-il? Pourquoi cet engouement? D'accord. On se calme, vous parlez tout en même temps, je ne comprends rien du tout. Que se passe-t-il? On va bientôt parler de la guerre 14-18 en classe. Ouais, c'est exact. Eh bien, Manon a un truc à vous demander. Vas-y, Manon. Bah, en fait, j'ai trouvé une boîte dans le grenier de ma grand-mère et elle appartenait à son grand-père qui l'a faite pour sa fiancée quand il était prisonnier en Allemagne. Et Louise voulait vous demander si vous êtes d'accord que la grand-mère de Manon vienne en classe expliquer l'histoire de la boîte. Mais c'est une très bonne idée ça. Donc, tu demandes à ta grand-mère de me contacter et on va organiser tout ça. Ouais, merci madame. C'est génial. Super! Bonjour. Bonjour. Alors, vous appelez comment? Alors, moi, Valentine. Moi, Anaïs. Clotilde. Louise. Eh bien, bonjour les filles. Bonjour. Vous êtes la grand-mère de Manon. Oui. Il y a un petit air de ressemblance, hein. Et vous J'ai vous un petit appelez peu. comment? Moi, je m'appelle Roselyne. C'est un très joli nom. Eh bien Roselyne, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Il faut savoir que donc la classe maintenant a vraiment envie de connaître la fameuse histoire de la boîte. Donc si vous pouviez nous la raconter. Eh oui, c'est gentil de m'avoir invité pour raconter l'histoire de la boîte de mon grand-père et de ma grand-mère. Alors voilà. En 1914, mon grand-père a 20 ans, mon grand-père paternel. Et il fait son service militaire à Namur. Vous ne savez sans doute pas ce que c'est le service militaire, parce que ça n'existe plus maintenant. Mais à cette époque-là, les garçons partaient dans des casernes pendant 1 an ou 2, où ils apprenaient le métier de soldat. Et mon grand-père est à Namur, dans le fort de Namur. Et au mois d'août, en 1914,
l'Allemagne déclare la guerre à la Belgique. Et le 4 août 1914, l'Allemagne envahit la Belgique. Mon grand-père se retrouve donc à défendre ce fort de Namur. Mais les Allemands sont plus forts, mieux armés, plus nombreux que les Belges. Vous vous rendez compte, la petite Belgique à côté de l'Allemagne. Et le 25 août, le fort de Namur tombe aux mains des Allemands et mon grand-père se retrouve prisonnier. Il part en Allemagne et là, en Allemagne, il y a énormément de prisonniers. Il y a des Français, il y a aussi la guerre sur le front russe, il y a des Russes. Et les Allemands ne sont pas préparés à accueillir autant de prisonniers. Ce qui fait qu'au départ, on les loge dans des forts, dans des prisons, etc. Et puis, les suivants vont se retrouver dans des hangars et puis dans des tentes. Donc les conditions de détention sont très dures. Et mon grand-père, il a de la chance, il se retrouve dans une maison, enfin un fort en dur. Mais il fait très humide et ça amène beaucoup de maladies. Et puis, quelques mois plus tard, les Allemands ont construit des endroits pour mettre ces prisonniers. Ils ont construit des camps. Et ces camps, ce sont d'énormes baraquements en bois où on peut mettre jusqu'à, vous vous rendez compte, 250 prisonniers. Très mal logés, pas de lit, c'était des planchers, de hauteur de plancher, sur lesquels ils dormaient. On leur donnait un sac en toile qu'ils pouvaient remplir avec de la paille quand il y en avait, et le plus souvent avec de la sciure. Donc c'était tout à fait inconfortable. Il faisait froid l'hiver et étouffant l'été. De plus, comme c'est la guerre, la nourriture est rare et ils sont très mal nourris. Ce sont les prisonniers qu'on nourrit en dernier lieu. Ils ont une espèce de soupe de rata comme ça, faite, composée de pommes de terre, de betteraves. En Allemagne, on cultive beaucoup de betteraves, du son, de l'avoine, parfois un petit peu de poisson. Alors ils mangent aussi, mon grand-père m'expliquait, vous allez rire, du pain qu'ils appelaient le pain caca. Ah, pourquoi? K, les deux fois la lettre K, parce que c'était du pain composé beaucoup de son et de pommes de terre. Et son, je ne sais plus comment ça se dit, mais ça commence par la lettre K en allemand. Et pommes de terre, c'est Kartoffel, ça commence aussi par la lettre K. Donc ça faisait du pain K, mais ça disait bien comme ce pain était bon à manger. Voilà. C'était pas très appétissant. Et à cause de ça, beaucoup de prisonniers vont mourir de malnutrition. D'autres vont mourir d'épidémies. Comme souvent quand il y a beaucoup de monde groupé dans de très mauvaises conditions d'hygiène, il y a des maladies qui se déclarent, notamment le choléra et le typhus. Beaucoup de prisonniers vont mourir. Certains prisonniers, la détention est tellement difficile qu'ils se suicident. Puis il y en a d'autres qui essayent de se sauver, de repartir chez eux, qui sont rattrapés. Ceux-là sont exécutés. Donc mon grand-père va voir mourir énormément de ses compagnons d'infortune. Et puis aussi, il y a le gros problème, il est loin de sa famille, de temps en temps on reçoit des lettres, on peut parfois écrire, et il est loin surtout de sa fiancée, ma grand-mère, qui deviendra ma grand-mère. Il a envie d'offrir quelque chose à sa fiancée. Qu'est-ce qu'on a envie d'offrir à une fiancée? Un bijou. Mais là-bas en Allemagne, et puis bon. Alors il va faire un écrin pour mettre les bijoux. Il va prendre une boîte à sardines et il va la ciseler vraiment comme un orfèvre. Il va la ciseler pour en faire un écrin pour mettre les bijoux. De l'autre côté, sur le fond, il va graver un poème pour sa fiancée. Et puis il voudrait bien envoyer cet écrin à sa fiancée. Mais s'il peut envoyer des lettres, il est totalement interdit d'envoyer des colis. Lui peut recevoir des colis, mais il ne peut pas en envoyer. Alors il va essayer, par tous les moyens, de trouver quelqu'un qui veut bien expédier le colis pour lui. Il va bien essayer de demander aux responsables du courrier, est-ce que tu veux pas faire, essayer d'envoyer, mais ils ont tellement peur des représailles des Allemands que pour finir, mon grand-père garde cette boîte. Un autre petit détail, c'est que mon grand-père sait lire et écrire, chose qui n'est pas courante à cette époque-là. Il est aussi intelligent et il apprend très vite l'allemand. Les prisonniers
ça j'ai oublié de vous dire, les prisonniers sont obligés de travailler pour les Allemands. Pourquoi? Parce que les soldats allemands sont au front. Donc il faut des gens dans les usines, dans les champs. Ils vont travailler il y en a qui vont travailler dans les champs, il y en a qui vont travailler dans les usines. Et mon grand-père, lui, malheureusement, va se retrouver dans une usine et il va être obligé de fabriquer des obus. Et pour lui, c'est terrible parce que ces obus vont peut-être servir à aller tuer des gens en Belgique. Et les Allemands, les gardiens, vont se servir de lui comme traducteur. Quand il y a des prisonniers qui ne savent pas parler l'allemand, il va servir d'interprète. Et grâce à ça, ses conditions de détention vont s'améliorer. C'est-à-dire que quand il est avec les gardiens pour écrire des traductions, eh bien, on ne va pas le renvoyer dans le camp manger avec les autres, il va pouvoir manger avec les soldats qui le gardent. Et il va petit à petit un peu gagner leur confiance, à tel point que les Allemands vont décider de lui accorder une permission, chose très rare. Il va pouvoir retourner 2 mois dans sa famille. Bon, mon grand-père est tout content. On est quand même en 1918. Donc vous vous rendez compte, il est là depuis 1914, ça fait 4 ans qu'il est prisonnier. Il peut enfin retourner dans sa famille pour 2 mois. Et ça se passe au mois de septembre 1918. Il retourne chez lui, il offre à sa fiancée, il offre le coffret, le petit l'écrin. Il ne peut pas encore lui offrir une bague de fiançailles, mais il lui offre la boîte dans laquelle elle pourra mettre un jour sa bague de fiançailles. Et si vous comptez bien, il rentre en septembre, octobre, novembre. En novembre 1918, la guerre s'arrête. Donc mon grand-père aura cette chance aussi, c'est de ne pas devoir retourner en Allemagne et de rester chez lui. 2 ans plus tard, il va épouser ma grand-mère et puis ils auront 2 enfants, dont mon papa. Et voilà l'histoire de la boîte fabriquée avec une boîte à sardines. Merci beaucoup. Voilà. Roselyne, je voulais vraiment vous remercier parce que c'était un moment particulier avec les enfants. Donc vraiment merci beaucoup. Mais j'ai été très heureuse de le faire. Pour moi, c'était aussi très émouvant de me souvenir de ce que mes grands-parents m'avaient raconté. Quelle belle histoire, tout est bien qui finit bien, comme dans un conte de fées. C'est romantique. Moi, pendant qu'elle racontait l'histoire, je me suis fait plein d'images. Ouais, elle raconte bien les histoires, ma grand-mère. Oh oui. Il devait être très amoureux, ton arrière-grand-père. Moi, si j'aurais un amoureux, j'aimerais bien qu'il m'offre une aussi jolie boîte. Moi aussi, mais pas dans ces conditions. Ouais, j'espère qu'il y aura plus de guerre. Oui, tous ces morts, c'est affreux. J'espère que nous ne serons jamais en guerre. Moi non plus. Moi, cette histoire, elle m'a ouvert ma curiosité. Moi, elle m'a donné l'impression de vouloir donner plein de questions sur la guerre. Moi aussi, j'ai vraiment envie de connaître plein de choses. J'espère qu'on pourra trouver un expert qui pourra répondre à toutes nos questions. Faudrait contacter un expert en la matière. Oui, mais qui? Je ne sais pas. Moi non plus. Tu vas demander à ta mamie? Ah oui, oui. Mamie. Et je vous remercie pour ça. Mamie, viens. Oui, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Viens. Ouais, mais non, mais l'histoire était cool. Mais ouais, c'est dommage qu'on n'a pas de boîte. Alors, que se passe-t-il, les On filles? voulait te demander quelque chose. C'est que je suis fort sollicitée par votre groupe en ce moment, c'est bien. Et donc, on aimerait bien avoir une boîte, la fabrique. Oui, bon. Pas toutes en même temps, une à la fois. Alors, je vous écoute. En fait, l'histoire nous a donné l'envie d'en savoir plus sur la guerre. Ah, mais c'est fantastique, ça. Pourquoi? Comment? Le nombre de morts. Et comment vivaient-ils? Ce qu'ils mangeaient. On a plein de questions. Et on se demandait pour qui pourrait y répondre. Oh, je vais réfléchir, mais il doit bien y avoir moyen de trouver quelqu'un. Il n'y a pas un expert de la guerre à Mons? Oh, mais si, tu as raison, j'oubliais. Il y a le conservateur du futur musée de la guerre. Et figure-toi que je le connais. C'est bien ça. Et vous pourrez l'appeler?
Oh oui, mamie, s'il te plaît, dis Oh oui, Oui, Oh, ça serait bien. je vais lui téléphoner ce soir et je donnerai ma réponse à Manon. Super! La reine d'Espagne fait danser ses filles. La première fait cha-cha-cha, la deuxième fait oh là là, la troisième fait 1, 2, 3. Oh les filles, j'ai trop hâte que Manon arrive pour voir ce que le conservateur a dit. Oh oui, croisons les doigts. Je suis toute énervée. Tu es toujours énervé. Tu es une vraie pile électrique. Voilà Manon. Manon. Dis-nous. De quoi vous parlez? Bah du conservateur. De qui? Oh Manon, arrête de nous faire marcher. Bon d'accord, on a rendez-vous demain après-midi dans son bureau. Heureusement, mon professeur d'académie est absent. Et comment on fait pour y aller? Tu as l'adresse? À quelle heure? Bah, on va tout aller manger chez ma grand-mère. Et après, on ira le voir. J'ai sorti un plan Mappy. Un quoi? C'est un itinéraire, le chemin pas que l'on doit prendre. C'est chouette! Et si on demandait à Madame Valérie de nous aider pour répondre à toutes nos questions? Bonne idée! Si on lui cachait la surprise. Ouais! Oui, entrez. Bonjour. Petite fille de Roselyne, je pense qu'elle vous a contacté. Oui, tout à fait, je suis au courant. Je vous en prie, on va s'installer autour de la table. À quoi pensez-vous quand on vous demande, quand on vous dit la Première Guerre mondiale? La guerre des tranchées. Du sang. Première guerre mondiale, beaucoup trop de morts malheureusement, beaucoup de misère humaine. Malheureusement les guerres ça ne sert trop à rien. Beaucoup de morts, énormément de morts. Hein? Surtout dans les Anglais. Les Anglais, il y a eu énormément de morts. Depuis la nuit des temps, depuis la préhistoire, les hommes ont toujours fait la guerre, sont toujours combattus. Ça s'est passé ensuite durant toute l'histoire. Il y a toujours eu des combats. Et je vais vous retourner la question à vous toutes. D'après vous, pourquoi est-ce qu'on fait la guerre? Quelles sont les raisons qui pourraient amener à une guerre? Pour gagner des régions, des espaces, des continents, des territoires, voilà. Oui, donc ça c'est vrai, c'est une raison. Durant l'histoire, on veut étendre son autorité, son pouvoir sur des territoires. Alors on fait la guerre à ses voisins pour avoir plus de territoire. Ça, c'est vrai, il y a parfois d'autres raisons aussi. Et Pour montrer qui est le plus fort entre les deux, il y a deux chefs qui s'entendent pas, on va montrer qui est le plus fort. C'est vrai, oui, parfois il y a un côté d'influence, de voir quel pays, quelle nation, quelle région est la plus forte et la plus puissante. Donc en effet, il y a parfois cette raison-là qui est invoquée. Oui? Pour traverser un pays pour aller à un autre. Ça, c'est le cas, ça c'est intéressant. C'est peut-être que tu te souviens de tes cours d'histoire. Et en effet, c'est durant la Première Guerre mondiale. Mais pourquoi est-ce que la Belgique est en guerre? Comme vous le savez, à l'époque, la Belgique était un pays neutre. Depuis que la Belgique est devenue un pays en 1830, on avait dit à l'époque que la Belgique allait être un pays neutre. Et les Allemands, qu'est-ce qu'ils décident? C'est qu'ils décident d'attaquer la France. Mais pour passer par la France, ils vont devoir passer dans notre pays qui est pourtant neutre, qui en soi, à la base, ne veut pas particulièrement faire la guerre, mais ils n'auront pas le choix à partir du moment où les Allemands viennent dans notre pays. Et ce qui va se passer alors, c'est que tous nos alliés, notamment la Grande-Bretagne, vont venir à notre aide ici en Belgique au début du mois d'août 1914 pour justement préserver la neutralité de notre pays. Donc c'est vrai que parfois c'est une... on se trouve, des régions se trouvent malheureusement prises dans la guerre sans l'avoir spécialement choisi. Et c'est le cas de la majorité des personnes ici, des civils qui étaient à Mons, qui étaient dans la région. Eux, évidemment, ils vont subir la guerre pour la plupart. Certains vont décider de se battre, les soldats, d'autres vont se battre, moins, non pas en prenant les armes, mais de manière plus insidieuse, comme l'ont fait par exemple les résistants. Durant la Première Guerre mondiale, il y a aussi eu des personnes qui ont décidé de résister à l'occupant allemand. Donc voilà, toutes ces personnes-là, elles n'avaient pas choisi particulièrement de faire la guerre. C'est vrai. Une grande boucherie, un massacre. Et vous? Les tranchées. À quoi pensez-vous si je vous dis la Première Guerre mondiale? Oui, les tranchées.
La Première Guerre mondiale, ça me fait penser au gaz moutarde, aux nouvelles armes. Ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à l'Autriche, parce que je pense que ça a débuté avec un problème en Autriche. Les Allemands, ça me fait penser à ça, l'alliance contre les Allemands. Et il y avait celui qui dirigeait les Allemands, là, comment il s'appelait encore? Avec une moustache, il avait une moustache, je pense, non? La Première Guerre mondiale, c'est une série d'événements, une série de circonstances très compliquées à expliquer, mais qui vont faire que, avant la guerre, il va y avoir des tensions entre différents pays. Et ces tensions, elles sont dues à quoi? Elles sont dues parfois au fait que dans des guerres précédentes, notamment l'Allemagne, avait été privée d'une partie d'un territoire. Donc c'est un esprit de revanche. On veut reprendre notre territoire. Ça, c'est un élément. D'autres éléments, c'est qu'à l'époque, comme je disais, les pays, les grandes nations européennes ont également des colonies, donc des zones, notamment en Afrique ou en Asie, qui dépendent de ces grandes nations. Et là, on va voir qu'avant la guerre, dans les colonies, il y a toute une série de tensions qui vont naître pour savoir qui a de l'influence sur quel territoire. Donc, il y a différents éléments, à la fois des éléments de géographie, des éléments tout simplement de revanche, des éléments de pouvoir aussi, d'une nation qui veut asseoir son pouvoir par rapport aux autres territoires. Et donc, il y a énormément de facteurs différents qui vont faire qu'un peu partout en Europe, il y a des petites tensions qui vont naître et qui vont un petit peu... on parle souvent de l'attentat de Sarajevo le 28 juin. Ça, c'est un petit peu la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. C'est là que, au final, si tout le monde est vraiment en tension, stressé, c'est ça qui va faire que, peu à peu, un pays va déclarer la guerre à un autre. Vu que l'un des pays a des alliés, ils vont venir en aide, et ainsi de suite. Et c'est ainsi que la guerre se propage, et d'une guerre devient une guerre mondiale. Combien y a-t-il eu de morts, plus ou moins? Combien de morts? Alors, c'est des chiffres qui sont totalement énormes. On considère souvent qu'il y a eu 10 millions de morts pour l'entièreté de la Première Guerre mondiale. Alors, ce sont des chiffres qui sont difficilement concevables. On ne comprend pas ce chiffre qui est énorme. Mais il faut savoir que la Première Guerre mondiale ne s'est pas uniquement déroulée ici en Belgique, en France, mais s'est déroulée véritablement dans le monde entier. Car à l'époque, les grandes puissances avaient des pays, soit des colonies, soit des pays qui étaient sous leur influence, mais qui vont aussi participer à la guerre. Et donc la Première Guerre mondiale va se dérouler à différents endroits. Sur le front, d'habitude, qu'on dit à l'ouest, donc chez nous, en France, mais également, notamment, en Russie, sur le front russe, au niveau de la Pologne, où là, il va également avoir des grands combats, donc beaucoup d'hommes qui vont aller combattre, et donc également beaucoup de pertes de soldats. Mais à côté de ces soldats, là aussi beaucoup de civils, donc des civils, donc c'est les personnes qui ne sont pas des militaires, comme vous et moi, qui vont malheureusement périr durant ce conflit, parce que la guerre, évidemment, va provoquer des problèmes d'alimentation, de ravitaillement. On a des difficultés de trouver de la nourriture, les denrées, donc pour vivre le pain, par exemple, devient de plus en plus cher. Et donc, les conditions de vie sont moins bonnes. On vit moins bien, donc on est plus souvent malade. Donc, c'est vrai que les populations civiles vont également mourir pendant le combat, pendant la guerre en général. Et à côté de ça, il y a également les civils qui sont malgré eux dans cette guerre et qui vont mourir parce que leur maison est bombardée ou pour ce genre de raisons. Donc, à côté des soldats qui sont morts, il faut aussi considérer qu'il y a eu énormément de civils qui vont périr pour différentes raisons. Y a-t-il des membres de votre famille qui ont connu la Première Guerre mondiale? Non. Y a-t-il des membres de votre famille qui ont connu la Première Guerre mondiale? Malheureusement, oui. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, pardon. Mon arrière-grand-père a été tué le deuxième jour, pas de chance. Mes grands-parents ont connu la Première Guerre. Oui, mes grands-parents aussi, tous les deux, du côté de mon papa et de ma maman. Bon, je ne sais pas je ne me rappelle plus ce qu'ils m'avaient parlé, ce qu'ils m'avaient dit à propos de ça, mais ils ont connu la Première Guerre. Oui, tout à fait, mon grand-père. Moi aussi, mon grand-père paternel, il a été gazé dans les tranchées. Ah, ça c'est des trucs. Ouais, je l'ai connu, il parlait de
On a entendu parler des anges de Mons, vous pouvez nous dire ce que c'est? Ah, les anges de Mons, ça c'est une belle histoire. Hein. Donc pour reprendre un petit peu le contexte historique, hein, donc je vous disais, les Allemands décident de traverser la Belgique pour aller attaquer la France. Ils passent par Liège, hein. Je ne sais pas si vous connaissez cet épisode. À Liège, il y a des grands forts, et donc ils rentrent par Liège, et ils vont traverser toute la Belgique, passer par Bruxelles, passer par différentes villes, et ils arrivent dans la région de Mons, aux environs du 23 août 1914. Et à l'époque, comme je vous l'ai dit, les Anglais, les Britanniques, la Grande-Bretagne, ce sont nos alliés, ils sont venus nous aider. Et donc, quelques jours avant, eux, ils sont venus dans la région aussi. Ils se sont installés ici dans la région, le long du canal Mons à Condé, et ils vont combattre les Allemands qui viennent d'en face. Et en fait, le problème, c'est que les Anglais, les Britanniques, ils sont beaucoup moins nombreux. Ils sont 2 fois moins nombreux que les troupes allemandes. Les troupes allemandes sont très fortes, elles avancent très vite. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les Anglais, rapidement, ils vont devoir effectuer une retraite. Ça veut dire qu'ils vont devoir reculer. Et alors, la légende raconte que c'est la nuit du 23 août, le soir, des soldats auraient invoqué Saint-Georges, auraient prié Saint-Georges. Saint-Georges, qui est bien connu ici à Mons pour terrasser le dragon, mais qui est aussi, en fait, le saint patron de l'armée britannique. Un soldat prie Saint-Georges, et à ce moment-là apparaissent dans le ciel des anges. Et ces anges, qui auraient pris la forme peut-être d'archers, hein, donc des soldats avec des arches, auraient tiré sur les Allemands, et donc auraient aidé les Anglais à pouvoir reculer plus facilement. Donc voilà, c'est une légende qui va circuler à l'époque, comme quoi des anges seraient venus en aide des soldats britanniques. Cette légende, elle va être propagée en Grande-Bretagne. Qu'est-ce que les Anglais veulent dire? Ils veulent dire, en gros, Dieu, il est avec nous. Donc en fait, c'est nous les gentils, et Dieu est venu nous aider pour combattre le mal, entre guillemets, les méchants qui sont les Allemands. Et donc, on va dire, dans la population à l'époque, les personnes qui sont restées en Angleterre, qui vivent, qui ont vu partir leur mari, leur fils à la guerre, pour eux, c'est une preuve qu'on est dans le bon camp. C'est quoi le marché noir? Le marché noir. Alors, c'est... qu'est-ce qui va se passer quand les Allemands vont arriver après? Donc, je vous ai raconté, hein, les Britanniques reculent, donc les Allemands arrivent à Mons. Qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent à Mons? Ils occupent un petit peu tous les lieux qu'ils peuvent occuper. Ils vont occuper tous les bâtiments administratifs, la commune, ils vont occuper les casernes, etc. Et ils vont, on va dire, essayer de prendre un maximum des ressources du pays, et ici des Montois. Ce qui fait qu'ils vont, comme je vous ai dit, réquisitionner, donc ils vont obliger les gens à donner toutes sortes de choses. Ça peut être donner simplement tous les objets métalliques, parce qu'avec ces objets métalliques, on peut les fondre et on peut en faire des armes. Ils vont également réquisitionner tous les produits agricoles, du blé, tout ce qui permet de faire de la nourriture, des légumes. Ils vont réquisitionner en fait toute la nourriture des habitants pour pouvoir nourrir l'armée, pouvoir nourrir l'Allemagne. Et ce qui va se faire évidemment, que si les Allemands prennent une partie de notre nourriture, les prix deviennent de plus en plus élevés vu qu'on a moins de nourriture. Et face au fait que les prix sont élevés, qu'on trouve difficilement à manger, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à côté, on va dire, du marché classique, donc que fait ici l'administration à Mons et en Belgique face au fait qu'il y a des réquisitions? Ils vont organiser un ravitaillement. Ce qui fait qu'il va y avoir des magasins dans lesquels les prix sont fixés. On va dire, voilà, un pain, on ne peut pas le vendre plus que X francs belges. À l'époque, c'était encore les francs belges, hein. Donc on ne peut pas le vendre plus cher. Et chaque famille a un petit carnet dans lequel ils ont droit, en fonction, moi je suis 2 adultes, 2 enfants, une famille, vous avez droit à avoir autant de pain, autant de viande par semaine pour nourrir votre famille. Et donc ça, c'est la filière officielle où si on veut se nourrir, qu'est-ce qu'on fait? On va dans ces magasins qui vendent de la nourriture à des prix qui sont fixés pour se nourrir. Le problème, c'est que ces prix-là sont toujours plus élevés, et donc à côté, qu'est-ce qui va se passer? C'est que des gens vont dire, moi,
je préfère ne pas payer cher et aller dans un magasin officiel, mais je préfère aller peut-être dans mon petit... chez le fermier du coin, aller chercher quelques denrées un peu par-ci par-là, parce que ça va coûter moins cher. Et donc il y a des gens qui vont créer des réseaux de marchés noirs, hein. Donc c'est des marchés qui sont dans l'ombre, hein, qui ne sont pas officiels, dans lesquels ils vont justement pouvoir marchander, on va dire, des produits. Soit les gens vont au marché noir parce qu'ils peuvent avoir des produits peut-être d'une différente qualité ou d'un prix différent, ou parfois c'est également pour avoir des produits qu'on ne trouve pas normalement parce que l'occupant a tout pris. Pendant la guerre, trouver un bon steak de bœuf, c'est pas facile, c'est souvent un petit bout de lard. Et donc si on veut avoir un steak de bœuf qui coûte très très cher, que les Allemands n'ont pas réquisitionné, alors on va plutôt aller dans le marché noir. Voilà. Pourquoi et comment a commencé la Première Guerre mondiale? Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème. Bon, avec l'assassinat de je ne sais plus quelle personne en Autriche, non, c'est pas ça? Oui. Je crois que c'était à partir, il y a eu une mort d'un Autrichien, je sais plus, de quelqu'un, c'est ça, hein? Si je me souviens bien, c'est une histoire d'assassinat, je pense. Oui. On a assassiné un duc en Autriche. Maintenant, de qui, de quoi, je ne sais plus, mais ça se passe en Autriche. Je ne sais plus le nom non plus, mais je sais bien que ça se passe en Autriche. Ouais. Ça a commencé par l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc d'Autriche, si j'ai une bonne mémoire, mais c'est des vieilles histoires. Je n'en sais pas beaucoup plus. C'était l'assassinat d'un Autrichien. Voilà, ça a déclenché la guerre. Non, je sais pas. Par le meurtre de l'archiduc d'Autriche Albert. C'était quoi les pays qui étaient en guerre? Alors les pays qui étaient en guerre, on en a parlé, hein, il y en a énormément dans le monde entier. En gros, si on considère l'Europe, il y avait l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Donc à l'époque, les frontières n'étaient pas les frontières de maintenant, hein. L'Europe était différente. Avec l'Italie, mais qui, au début de la guerre, va rester neutre, vont combattre ce qu'on va appeler, nous, les alliés, c'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne et la Russie. Donc voilà, en gros, un petit peu les deux camps durant la Première Guerre mondiale. Mais comme je le disais, par exemple, la Grande-Bretagne, à l'époque, le Canada, c'était une région qui dépendait de la Grande-Bretagne. Et donc, par exemple, il va y avoir des soldats canadiens qui vont venir combattre ici parce qu'ils dépendent de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne également avait sous sa tutelle des pays actuellement comme l'Australie, comme la Nouvelle-Zélande. Ce qui fait que toutes ces personnes vont venir combattre en Europe, et parce qu'ils font partie, on va dire, de l'Empire britannique. Et à côté de ça, il y a des pays qui n'étaient pas en guerre particulièrement, mais qui vont rentrer en guerre au fur et à mesure que la guerre avance. La guerre va durer plus de 4 ans. Par exemple, l'Italie, elle décide de rentrer en guerre plus tard. Les États-Unis, c'est pareil. Les États-Unis, eux, ils sont là, ils regardent un peu la situation, et ils ont attendu jusqu'en 1917 pour véritablement arriver sur le continent et combattre en armes. Comment les enfants vivaient? Alors, comment les enfants vivaient? Les familles en général, et donc les enfants, vont avoir toute leur vie qui est chamboulée, qui est totalement bousculée par la guerre, avec, comme je le disais, des difficultés de se nourrir, mais également une manière différente de voir ses loisirs. Parce que les Allemands, ils ont peur qu'en permettant d'avoir des grands rassemblements de personnes, comme par exemple ici à Mons, c'est la Ducasse ou des grandes fêtes, ils ont peur que la population se révolte en partie, et donc ils vont limiter également tout ce qui est rassemblement. Et donc tout ce qui sont les grandes fêtes populaires vont aussi être très contrôlés, voire complètement supprimés par les Allemands. Ce qui fait que les loisirs vont également être restreints, ou en tout cas vont être modifiés. Et donc pour la vie des adultes comme pour les enfants, ça va évidemment changer leur quotidien. Quand il y a les combats au début de la guerre, là les gens ne vont plus à l'école, les gens sont cachés de ces jeux, ils ont peur. Et les Allemands, quand ils arrivent, souvent dans les écoles, qu'est-ce qu'ils font? Ils en font des hôpitaux, ils mettent des soldats dans les écoles. Jusque, en fait, très rapidement, les Allemands vont dire, non, continuez à emmener vos enfants à l'école, il faut que les enfants aillent à l'école, il faut qu'ils s'instruisent.
Et donc, les enfants vont continuer à aller à l'école. Et pour les enfants, ce qui est intéressant quand ils vont à l'école, c'est qu'au moins ils sont sûrs de manger. Ça, c'est quelque chose que l'administration communale, par exemple, va mettre en place. C'est qu'ils vont dire, pour éviter que les parents, parce que les parents, ils ont un peu peur d'emmener leur enfant à l'école, c'est pas très sûr, ils ont un peu peur. En plus de ça, vu que parfois le père de famille est en train de combattre sur le front, parfois ils se disent, si mon enfant, mon adolescent peut m'aider à la maison, c'est bien. Et donc on va malgré tout inviter les parents à emmener leur enfant à l'école, et pour les inciter, on va dire, les enfants ont droit à un repas gratuit en allant à l'école. Et donc les femmes, elles sont cantonnées dans ce rôle, donc d'être une mère, comme tu as dit, c'est la mère qui va faire le futur soldat. Et c'est l'épouse aussi. L'épouse, la femme qui doit soutenir son mari qui est parti à la guerre, elle doit lui écrire des lettres, elle doit le soutenir. Ça, c'est un petit peu son rôle. Mais il y a quand même des femmes qui vont être sur le front, non pas en première ligne avec un fusil, mais qui vont être près des soldats en tant qu'infirmières. Donc ça, c'est aussi quelque chose, la femme est quand même présente dans la guerre, elle va faire sa guerre. Elle va faire la guerre soit à l'arrière, en soutenant les soldats, ou bien même près des soldats, en les soignant tout simplement, en leur apportant du réconfort. Merci. Voilà. Comment pouvons-nous faire pour qu'il n'y ait plus de guerre mondiale? C'est ce que j'ai écrit. Pour éviter la guerre. Pour éviter la guerre. Oui. Beaucoup de négociations. Essayer déjà de se comprendre l'un l'autre, comprendre son voisin, essayer de respecter son entourage et soi-même, peut-être. On devrait essayer de tous s'entendre, ça c'est déjà un bon point. Et être tolérant envers tous. Hein? Voilà. Je pense que si on ne fait pas d'efforts chacun, oui, il pourrait éventuellement avoir une autre guerre mondiale. En tout cas, il y a plein de petites guerres partout dans le monde, donc je pense que ça pourrait très bien déraper à un moment ou à un autre. Il faut que chacun fasse un petit effort. Que pouvons-nous faire pour que ça ne recommence pas? S'aimer les uns et les autres. Voilà, c'est tout. La guerre, c'est un peu le mal de l'humain, donc je sais pas. Je pense pas que ça recommence, tu sais. Il y a eu tellement de souffrance et tellement de morts qu'on a compris, je pense. À cause d'Hitler aussi. Oui, voilà. Donc, faire la paix, nous aimer, et voilà, et plus de problème. Éradiquer les politiciens. Voilà, oui, supprimer la politique. Place à la vraie démocratie. Vive l'anarchie. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Pour moi, il y aurait une autre guerre mondiale, personnellement. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y en ait plus? Déjà, il faudrait... faudrait faire une plus grande ouverture. Si on parle que de l'Europe, une plus grande ouverture entre l'Est et l'Ouest. Qu'il n'y ait plus de guerre, il faut que des hommes justes. Malheureusement, des hommes justes, il n'y en a pas. Il suffit de voir les actualités et ce sera toujours comme ça, je pense. Écoute, là, c'est une question bien difficile à y répondre. J'espère que non. Mais te donner des trucs pour qu'il n'y en ait plus, là, je suis désolé, ça, c'est un peu compliqué pour moi. Voilà, il n'y a plus de questions. Merci. Vous savez, après l'histoire de Manon, on a eu une idée géniale et on a été questionner le futur conservateur du musée de la guerre 14-18. Ah mais ça, c'est une super idée. Et comme aujourd'hui nous accueillons Sabrina, ce serait bien que vous nous résumiez un peu comment ça s'est passé. On a pu lui poser toutes les questions qu'on voulait. C'était très instructif. Ça m'a impressionné. Il en sait des choses. Un vrai livre d'histoire. Toutes ces explications nous ont fort touchés. Et si on faisait venir le conservateur dans la classe? Oh oui! Bon d'accord, donc je vais prendre contact avec le musée et je vais organiser tout ça. Madame Valérie? Oui? On aimerait faire quelque chose en souvenir de nos ancêtres et de ce qu'ils ont vécu à la guerre. Pour leur prouver qu'on ne les a pas oubliés. Pour leur rendre hommage à notre façon. Vous n'auriez pas une idée? C'est surtout vous qui devez avoir les idées, alors à votre avis, que pourriez-vous faire pour leur rendre hommage? Partir de leur histoire? Oui. Des souvenirs? Des objets? Manon, elle a sa boîte, mais je suis sûre que nous aussi, nous avons chacune un objet qui a appartenu à nos ancêtres. On pourrait tous apporter un objet. Oui, et que pourriez-vous faire avec tous ces objets? Les rassembler à un même endroit? Pas dans un cimetière. Non, pas dans un cimetière, c'est trop banal.
J'ai une idée. La guerre me fait penser que je ne suis pas la fille pour y combattre. Je veux combattre avec toi. Je ne me reconnais pas. Ne me reconnais pas. La guerre me fait penser que la fleur au canon pourrait nous délivrer de ces 4 années. Je veux combattre avec toi. Je ne me reconnais pas. Ne me reconnais pas. La guerre me fait penser qu'une journée d'été en un seul coup de feu pourrait nous séparer. Mais je n'ose pas y croire, je n'ose pas y croire, car la vie c'est l'espoir. L'univers était gris dans ce triste lieu, et la boue jusqu'aux cieux. Dans ses yeux on voyait les mitrailleuses dans ce jeu, sans réfléchir, sans frémir, juste un peu sale. Ils vivaient tous dans des taupières et rampaient et mouraient sur un noir de guerre. Il attendait sa belle. Il attendait sa belle. Dans leur parure qu'ils avaient fière allure. Ils attendaient